Dylan a brisé mon cœur. Ces mots de Joan Baez, à 84 ans, nous confrontent au fardeau émotionnel méconnu de sa relation légendaire avec Bob Dylan. Pendant des années, fans et critiques ont spéculé sur l'histoire cachée derrière leur séparation. Aujourd'hui, des décennies plus tard, Joan se livre sur l'amour, la douleur et le chagrin qui ont marqué sa connexion avec Dylan. Rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire tumultueuse d'amour entre deux légendes de la musique, en explorant leur ascension vers la célébrité, leur lien indéniable et la raison choquante qui a conduit à leur séparation définitive. Un lien musical et une romance naissante. Dans les années 50, Joan Baez avait déjà marqué la scène en tant que figure clé de l'émergence de la musique folk. Son succès éclatant survint lors du Newport Folk Festival de 1959, où ses duos avec Bob Gibson captivèrent le public et lui valurent un contrat d'enregistrement alors qu'elle n'avait que 18 ans. Chacun de ses 3 premiers albums fut certifié disque d'or, cimentant sa position en tant que force majeure de la musique folk. Joan Baez se produit en 1960, un an après sa performance décisive au Newport Folk Festival. La carrière de Baez continua de monter en flèche et en 1961, alors qu'elle était en tournée, quelqu'un lui recommanda de découvrir une nouvelle chanteuse au Gaird's Folk City, une salle populaire du Greenwich Village à New York. Baez et son petit ami de l'époque furent présentés à un jeune Bob Dylan, de son vrai nom Robert Zimmerman, et à sa chanson Song to Woody. Moi, bien sûr, intérieurement, j'étais complètement bouleversé parce que c'était tellement beau, se souvient Baez dans une interview accordée à Rolling Stone en 1983. Mais je ne pouvais rien dire, car j'étais à côté de mon petit ami, très, très jaloux, qui me regardait du coin de l'œil et essayait, je pense, de massacrer Dylan mentalement. Et puis Bob s'est approché et a dit « Salut », une de ses salutations éloquentes, et j'ai juste pensé qu'il était brillant et superbe, et ainsi de suite. Cette rencontre posa les bases pour que Baez invite Dylan à être l'ouvreur de ses concerts et à la rejoindre en tournée. À l'époque, Baez était encore le nom le plus en vue. Elle était même apparue sur la couverture du magazine Time en novembre 1962. Mais Dylan était sur le point de connaître la célébrité. Bien qu'ils aient immédiatement tissé des liens, leur relation reposait au départ sur la musique. L'une des raisons de l'absence d'une implication romantique à ce moment-là était que Dylan avait déjà une compagne. En 1961, Dylan rencontra Suzy Rotolo lors d'un festival de musique folk à New York. C'était la chose la plus érotique que j'ai jamais vue, écrivait Dylan à propos de Rotolo. Elle avait la peau claire et les cheveux dorés, une Italienne au sang chaud. Nous avons commencé à parler et mon cœur s'est mis à tourner. Rotolo, dont le nom fut changé en Sylvie Rousseau dans A Complete Unknown, devint la muse de Dylan et inspira bon nombre de ses premières chansons, dont One Too Many Mornings et Tomorrow is a Long Time. Elle figure même sur la couverture de son album de 1963, The Freewheelin' Bob Dylan. Cependant, à mesure que la célébrité de Dylan grandissait, Rotolo commença à ressentir du ressentiment face à son image réduite à celle d'un simple accessoire, se décrivant elle-même comme une corde sur sa guitare. Après un voyage de 6 mois en Italie pour étudier l'art à Pérouse, leur relation commença à se déliter. En août 1963, Rotolo quitta son appartement avec Dylan et, après avoir découvert qu'elle était enceinte, elle subit un avortement illégal. Cela marqua la fin de leur relation amoureuse. À ce moment-là, Dylan et Baez avaient déjà entamé leur liaison, consolidant leur place en tant que figure dominante de la scène folk. Bien que Dylan soit souvent considéré comme l'archétype de l'artiste folk, c'est Joan Baez qui avait ouvert la voie à la fin des années 50. Sa carrière décolla après sa performance au Newport Folk Festival de 1959, qui stupéfia le public. En chantant en duo avec Bob Gibson, la voix éthérée de Baez captivait les auditeurs et lui valut le surnom de « la Madonna pieds nus », annonçant l'émergence d'une nouvelle étoile dans le monde de la musique folk.
En 1961, Baez présenta Dylan à la grande communauté de la musique folk. Suite au succès de ses premiers albums, elle invita la star montante à la rejoindre en tournée. Chaque soir, après avoir terminé son propre set, Dylan se joignait à Baez pour un duo de l'une de leurs chansons, et c'est grâce à elle qu'il commença à se faire connaître. Au début de leur collaboration, les deux artistes étaient souvent vus partageant la scène lors de festivals folk à travers le monde. « J'ai toujours aimé chanter et jouer avec elle », se souvient plus tard Dylan. « Je trouvais que nos voix se mêlaient parfaitement. Nous pouvions chanter à peu près n'importe quoi et en faire quelque chose qui avait du sens. Pour moi, c'était toujours agréable à entendre, et je pense que c'était aussi le cas pour elle. » La relation entre Baez et Dylan était empreinte de musique et de tensions romantiques. Bien que leur liaison sentimentale ne soit devenue publique que plus tard, leur collaboration professionnelle était évidente dès le début. En 1963, Baez invita Dylan à se produire à ses côtés lors du Newport Folk Festival et ils offrirent l'une de leurs performances les plus mémorables, en interprétant « With God on Our Side » de Dylan. Ce fut le début de nombreux autres duos, dont une prestation lors de la célèbre marche sur Washington pour l'emploi et la liberté de 1963, où les deux artistes se produisirent aux côtés de Martin Luther King Jr. En 1963, Baez avait déjà sorti 3 albums, dont 2 avaient été certifiés disques d'or, et sa réputation de reine du folk était solidement établie. À cette époque, la carrière de Dylan prenait de l'ampleur et les deux artistes étaient fréquemment vus ensemble, Baez l'invitant à se produire lors de ses concerts. Au fil de leur collaboration, leur relation personnelle se compliqua, d'autant plus que la célébrité de Dylan dépassait celle de Baez au milieu des années 60. On disait que Baez avait influencé certaines des premières chansons de Dylan, bien que ce dernier, connu pour son caractère énigmatique, n'ait jamais confirmé ni nié ses affirmations. Des chemins qui se séparent. Des trahisons et la rupture. La relation entre Joan Baez et Bob Dylan fut l'une des romances les plus emblématiques et tumultueuses de l'histoire de la musique. Leur histoire d'amour commença au début des années 1960. Alors qu'ils étaient tous deux des étoiles montantes de la scène folk. Baez, déjà établi comme l'une des voix principales du mouvement, présenta Dylan à son public, contribuant ainsi à le propulser vers la célébrité. Les deux partageaient non seulement la musique, mais aussi un profond engagement en faveur de l'activisme social, se produisant ensemble lors d'événements majeurs des droits civiques, notamment lors de la marche sur Washington en 1963, où Martin Luther King Jr. prononça son célèbre discours « I have a dream ». Malgré leur lien fort, des tensions commencèrent à apparaître lorsque la carrière de Dylan explosa. En 1964, il s'éloignait du mouvement de protestation folk pour se tourner vers le rock et l'écriture de chansons plus personnelles. Sa nouvelle renommée apporta une pression immense et modifia la dynamique de leur relation. Plus tard, Baez admit qu'elle s'était sentie perdue dans le tourbillon de la montée fulgurante de Dylan. « Je pense que sa célébrité est arrivée si rapidement et était si énorme que je me suis un peu perdu dans la confusion », avait-elle déclaré à The Independent en 2024. L'un des moments les plus douloureux pour Baez survint lors de la tournée britannique de Dylan en 1965. Bien qu'il l'ait invité à le rejoindre, il ne l'a pas fait monter sur scène, la reléguant ainsi aux marges de ses performances. Se sentant humiliée et confuse, elle décrivit plus tard cette expérience à Rolling Stone. « Je me suis retrouvée à tourner en rond, me demandant pourquoi Bob ne m'invitait pas sur scène, me sentant très désolée pour moi-même, devenant très névrosée et n'ayant pas la force de partir et de rentrer chez moi. » Ce fut le début de la fin de leur relation. Dylan, submergé par la rapidité de son ascension, reconnut par la suite son rôle dans leur rupture. « J'essayais juste de gérer la folie que ma carrière était devenue, et malheureusement, elle s'est laissée emporter, et j'en ai ressenti un grand regret. J'ai eu du chagrin de voir notre relation se terminer, admit-il dans le documentaire de Baez de 2023, Joan Baez, I Am a Noise. Cependant,
La carrière de Dylan n'était pas le seul facteur qui les éloigna. À l'insu de Baez à l'époque, il avait déjà entamé une liaison avec le mannequin Sarah Lowndes en 1964. Tout en étant encore en couple avec Baez, Dylan entretenait secrètement une relation avec Lowndes, une trahison qui ne tarda pas à être révélée. Moins de 6 mois après leur rupture, Dylan épousa Lowndes en novembre 1965, un geste qui choqua beaucoup de monde, y compris Baez. Le mariage fut gardé secret, et Lowndes était déjà enceinte du premier enfant de Dylan. Pour aggraver les choses, l'explication de Dylan pour avoir choisi Lowndes plutôt que Baez, telle que rappelée par son ancien manager Victor Maimúdez, fut particulièrement douloureuse. Je lui ai demandé « Pourquoi Sarah? Pourquoi pas Joan Baez ?» Il répondit « Parce que Sarah sera à la maison quand je voudrais qu'elle y soit. Elle sera là quand je voudrais qu'elle soit là. Elle le fera quand je voudrais qu'elle le fasse. Joan ne sera pas là quand je le voudrais. Elle ne le fera pas quand je le voudrais. » Cette déclaration suggérait que Dylan voyait Baez comme indépendante et imprévisible, des qualités qui ne correspondaient pas à son désir d'une partenaire plus traditionnelle. Baez fut le cœur brisé. Des décennies plus tard, elle repensa à leur relation avec un mélange de tristesse et de compréhension. En 2023, elle admit « Nous avions la vingtaine, nous étions stupides, et on ne peut pas blâmer quelqu'un pour toujours. » Pourtant, la douleur de leur séparation persista et inspira certaines de ses œuvres les plus poignantes. Elle écrivit des chansons telles que To Bobby, Winds of the Old Days et Diamonds and Rust à propos de Dylan, cette dernière devenant la plus célèbre. Dans Diamonds and Rust, elle capture la nostalgie douce amère de leur époque ensemble, évoquant un appel téléphonique de Dylan après de longues années de séparation. Les paroles dressent le tableau d'un amour, d'une trahison et d'émotions persistantes qui ne s'estompent jamais totalement. Dylan, de son côté, resta plus réservé quant à ses inspirations. Bien qu'il n'ait jamais confirmé explicitement quelles chansons parlèrent de Baez, elle pensait que Like a Rolling Stone et Visions of Joanna avaient été écrites en pensant à elle. Leurs héritages artistiques restèrent intimement liés, bien après la fin de leur romance. Écho d'amour et héritage. Bien que leur relation amoureuse ait pris fin, la connexion entre Bob Dylan et Joan Baez a perduré à travers leur musique, révélant des émotions persistantes et des réflexions sur leur passé. Les deux artistes ont continué à se référer l'un à l'autre dans leurs chansons, créant ainsi un dialogue unique qui s'est étendu bien après leur rupture. En 1972, Baez a sorti le single To Bobby sur son album Come From the Shadows, une supplique directe pour que Dylan retourne à ses racines dans une musique politiquement engagée. Dylan se souviendra plus tard, dans ses mémoires de 2004, que la chanson lui demandait essentiellement de sortir et de prendre les choses en main, de diriger les masses, d'être un défenseur, de mener la croisade. Ce morceau l'appelait ouvertement à renouer avec l'esprit militant qui avait défini ses débuts, reflétant la foi inébranlable de Baez en son influence en tant que chanteur contestataire. 3 ans plus tard, Baez sortit ce qui allait devenir l'une de ses chansons les plus célèbres, Diamonds and Rust, une réflexion profondément personnelle sur leur relation. Inspirée par un appel téléphonique inattendu de Dylan près d'une décennie après leur séparation, la chanson capturait la nostalgie douce amère de leur passé et les complexités émotionnelles qui subsistaient. « Eh bien, tu as fait ton entrée, déjà une légende, le phénomène non lavé, le vagabond originel », chantait-elle en se remémorant les débuts de leur romance. Elle décrivit plus tard cette chanson comme « la meilleure chanson de ma vie » et admit que Dylan l'avait profondément affectée. Dylan lui-même reconnut la chanson dans le documentaire de 2009 Joan Baez. How Sweet the Sound, déclarant « J'adore cette chanson Diamonds and Rust ». Participer à quelque chose qu'a écrite Joan? Oh! Je veux dire, encore aujourd'hui, elle m'impressionne. Bien que Dylan soit resté beaucoup plus énigmatique quant aux inspirations personnelles derrière sa propre musique,
Baez a supposé qu'elle avait en partie inspiré deux de ses chansons les plus remarquables, Like a Rolling Stone et Visions of Joanna. Un vers particulier de cette dernière, And Madonna, She Still Has Not Showed, a été associé à la description par un écrivain de Baez comme la Madonna pieds nus lors du Newport Folk Festival de 1959 en raison de sa présence éthérée et de l'absence de chaussures. Dylan n'a jamais confirmé ni nié ses interprétations, alimentant la spéculation jusqu'à aujourd'hui. En 2010, Rolling Stone a désigné Like a Rolling Stone comme la plus grande chanson de tous les temps, et un brouillon manuscrit de ses paroles s'est vendu pour plus de 2 millions de dollars en 2014, cimentant ainsi son statut légendaire. Malgré leurs différences personnelles, Baez et Dylan ont continué à se croiser musicalement. En 1975, Dylan l'a invité à se joindre à lui lors de la tournée Rolling Thunder Revue, qui mettait également en vedette Joni Mitchell, Roger McGuinn et d'autres artistes contemporains. Cette tournée offrit à Baez une pause temporaire dans son engagement militant habituel et permit aux deux de renouer artistiquement. Dylan déclara par la suite que Baez était complètement dans son élément pendant la tournée. Baez elle-même décrivit l'expérience comme un éloignement de son sérieux habituel, lui permettant d'embrasser l'énergie insouciante des performances. Leurs collaborations artistiques allèrent au-delà de la tournée. Baez apparut dans Reynaldo and Clara, le film expérimental que Dylan a réalisé et sorti en 1978. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, il marqua l'une de leurs dernières collaborations professionnelles avant que leur relation, tant personnelle que professionnelle, ne commence à se détériorer. Baez et Dylan se produisirent de nouveau ensemble en 1982 lors d'un concert de la Semaine de la Paix au Rose Bowl de Los Angeles, offrant un set de 3 chansons, With God on Our Side, une reprise de A Pirate Looks at 40 de Jimmy Buffett et Blowin' in the Wind. La participation de Dylan à cet événement antinucléaire surprit beaucoup, compte tenu de sa réticence habituelle à s'engager dans des performances ouvertement politiques par la suite. Lorsque Rolling Stone demanda à Baez ce qu'elle pensait de l'attitude de Dylan à l'époque, elle répondit de manière ambiguë « Je n'en ai vraiment aucune idée, mais j'adore chanter avec lui. Il n'est pas toujours juste, la façon dont il façonne les phrases est folle, et il veut toujours faire une chanson que je n'ai jamais entendue auparavant. » Leur dernière tentative de collaboration eut lieu en 1984, lorsqu'ils entreprirent une tournée européenne dans des stades aux côtés de Carlos Santana. Au départ, Baez crut avoir été invité par Dylan lui-même, pour découvrir plus tard que ce sont les promoteurs qui l'avaient ajouté à l'affiche afin d'augmenter les ventes de billets. Elle se mit rapidement à ressentir de la frustration face à la tournée, se sentant reléguée et sous-estimée. Bien qu'ils se produisirent ensemble sporadiquement, leurs interactions devinrent de plus en plus tendues. Dans ses mémoires de 1987, And a Voice to Sing With, Baez décrivit comment Dylan l'ignorait en coulisses et comment leur alchimie musicale avait presque disparu. Après quelques duos en Allemagne, Dylan cessa de l'inviter sur scène. Se sentant manquer de respect, Baez décida de quitter la tournée plus tôt. Dans ses mémoires, elle raconta leur dernière interaction, se rappelant que lorsqu'elle dit à Dylan que leur tournée commune ne fonctionnait pas, il répondit simplement « Tant pis ». Elle ajouta également que, lors de cette dernière conversation, il avait glissé sa main le long de sa jupe, un moment qui la laissa mal à l'aise et souligna l'écart irréparable entre eux. Baez et Dylan ne se sont plus produits ensemble depuis. Bien qu'ils aient tous deux assisté à un événement à la Maison-Blanche en 2010 célébrant la musique de l'époque des droits civiques, Baez prit la décision consciente d'éviter d'approcher Dylan, expliquant dans une interview à Rolling Stone « La simple idée qu'il puisse passer près de moi serait un scénario trop horrible. Cela réveillerait des sentiments inutiles. » Malgré l'absence de contact personnel, Dylan reconnut l'influence de Baez sur sa vie et sa carrière en 2015, lorsqu'il fut nommé personnalité de l'année par Music Cars.
Dans son discours d'acceptation, il la félicita en déclarant « J'ai appris beaucoup de choses d'elle, une femme d'une honnêteté dévastatrice, et pour ce genre d'amour et de dévotion, je ne pourrai jamais lui rendre la pareille. » Pour sa part, Baez a fini par faire la paix avec leur histoire. Dans une interview de 2023 avec Variety, elle confirma qu'ils n'étaient plus en contact, mais qu'elle ne nourrissait aucune rancune. « Il se peut que je ne le voie jamais à nouveau, » dit-elle. Et ça, c'est aussi acceptable. Leur relation, bien que marquée par des moments de génie et de conflit, demeure l'un des partenariats les plus légendaires de l'histoire de la musique. À travers leurs chansons, leurs performances et leurs réflexions personnelles, Dylan et Baez ont continué à façonner l'héritage de l'autre, même s'ils ont suivi des chemins séparés. Une vie au-delà de Dylan. Après sa relation avec Bob Dylan, Joan Baez a entamé de nouvelles aventures amoureuses. En octobre 1967, Joan Baez, sa mère et près de 70 autres femmes furent arrêtées au Centre d'incorporation des Forces armées d'Oakland, en Californie, pour avoir bloqué les entrées afin d'empêcher l'accès aux jeunes recrues, en soutien aux jeunes hommes refusant le service militaire. Elles furent incarcérées à la prison Santa Rita, où Baez rencontra le journaliste et militant David Harris. Bien qu'il fût logé du côté des hommes, Harris réussit à lui rendre visite régulièrement, et les deux se lièrent rapidement d'une grande amitié dès leur sortie. Baez emménagea bientôt dans la communauté de résistance, à la conscription de Harris, perchée dans les collines surplombant Stanford, en Californie, et après seulement 3 mois de connaissances, ils décidèrent de se marier. Après avoir confirmé leur fiançailles auprès de l'Associated Press, les médias consacrèrent une couverture importante aux noces imminentes, Time Magazine allant même jusqu'à qualifier cet événement de mariage du siècle. Le couple trouva un prédicateur pacifiste, décora une église de signes de paix et écrivit des vœux mêlant tradition épiscopalienne et quaker. Le 26 mars 1968, Baez et Harris se marièrent à New York avec sa proche amie Judy Collins qui chanta lors de la cérémonie. Après le mariage, ils s'installèrent dans une maison située sur 10 acres de terrain à Los Altos Hills, en Californie, connue sous le nom de Struggle Mountain, faisant partie d'une communauté où ils cultivaient des jardins et adoptaient un mode de vie simple, axé sur l'entraide. Cependant, leur bonheur fut rapidement perturbé lorsque Harris refusa d'être incorporé dans les forces armées, ce qui mena à son inculpation. Le 16 juillet 1969, des huissiers fédéraux l'emmenèrent en prison. Pendant cette période, Baez, visiblement enceinte, poursuivit son engagement public et se produisit au festival de Woodstock, où elle chanta quelques morceaux aux petites heures du matin. Un film documentaire, Carry It On, fut réalisé à cette époque, retraçant les opinions de Harris sur la guerre, son arrestation et la tournée suivante de Baez. Sorti en 1970, le film fut bien accueilli par des publications telles que Time et The New York Times. Baez écrivit plusieurs chansons inspirées par ce chapitre de sa vie, notamment A Song for David, Myths et 15 Months, en référence à la durée de l'incarcération de Harris. Leur fils, Gabriel, naquit le 2 décembre 1969, alors que Harris était encore en prison. Après sa libération d'une prison du Texas après 15 mois, le couple se sépara 3 mois plus tard et divorça à l'amiable en 1973. Ils partagèrent la garde de Gabriel, qui vécut principalement avec Baez. Réfléchissant à leur séparation, Baez écrivit dans son autobiographie « Je suis destiné à vivre seul ». Malgré leur divorce, Baez et Harris restèrent en bons termes. En 2009, ils firent une réunion devant la caméra pour le documentaire American Masters de PBS, illustrant ainsi leur lien durable. Leur fils Gabriel se lança dans une carrière de batteur, effectuant parfois des tournées avec Baez. Il eut ensuite une fille, Jasmine, qui rejoignit Baez sur scène lors du Kidstock en 2010. Regardant en arrière sur son mariage, Baez exprima ses regrets en déclarant « Je pense que ce qui était difficile, c'est que je voulais tant être ce que
Bien sûr, je ne pouvais pas être. Je voulais être une épouse formidable. Je voulais être une mère merveilleuse. Je voulais avoir une ribambelle d'enfants. Je voulais cuisiner et faire des biscuits ou quoi que ce soit, et rien de tout cela n'était possible. Après le décès de Harris en 2023, Baez continua de réfléchir à son choix de ne jamais se remarier, partageant « Je me souviens que mon thérapeute essayait de me faire franchir le pas, celui d'être ouverte à l'idée de trouver un partenaire. J'ai dit « J'ai travaillé trop dur pour atteindre cette paix d'esprit. Pourquoi tout gâcher ?» Elle décrivit également l'idée d'entrer dans une nouvelle relation comme épuisante. Au-delà de son mariage, Baez eut d'autres relations notables. Au début des années 1980, elle fréquenta Steve Jobs, cofondateur d'Apple. Bien que Jobs eût 20 ans de moins qu'elle, il envisagea apparemment de lui faire une demande en mariage, mais ne le fit pas finalement, car son âge rendait improbable la possibilité d'avoir des enfants. Dans ses mémoires de 1987, And a Voice to Sing With, Baez évoqua Jobs et se produisit plus tard lors de ses funérailles en 2011. Parlant après sa mort, elle se souvint avec tendresse « Steve avait un côté très doux, même s'il était aussi instable qu'il était réputé l'être. Mais il bénéficiait d'une licence de génie pour cela, car il était quelqu'un qui avait changé le monde. » Malgré leur rupture, les deux restèrent amis, Jobs ayant rendu visite à Baez quelques mois seulement avant son décès. Réfléchissant à leur dynamique, Baez admit « Nous formions un couple atypique. Je veux dire, je ne comprenais jamais rien à ce qu'il racontait. Je ne sais pas ce qui le fascinait chez moi, mais nous ne pouvions vraiment pas avoir une conversation sur un pied d'égalité. Lui, il était dans la technologie, et moi, dans la musique. » Leur relation prit fin parce que Baez ne voulait plus se marier, mais leur amitié perdura jusqu'à la mort de Jobs. La vie amoureuse de Baez comprenait aussi des liaisons éphémères avec des musiciens tels que Chris Christopherson et le batteur des Grateful Dead, Mickey Hart. Elle avait même révélé un jour avoir refusé John Lennon au début de sa carrière. De plus, Baez a toujours parlé ouvertement de sa bisexualité, partageant qu'elle avait eu une relation avec une femme nommée Kimi pendant quelques années dans les années 598-1960. Son parcours amoureux est devenu un sujet fascinant, donnant lieu à une anecdote humoristique qu'elle a un jour racontée. Quelqu'un a dit « As-tu déjà pensé au fait que tu es la seule femme au monde à avoir vu Bob Dylan et Steve Jobs nus ?» J'ai répondu « En même temps ?» Aujourd'hui, Joan Baez assume pleinement sa vie de célibataire. Bien que sa relation passée avec Bob Dylan reste une partie déterminante de son image publique, elle a vécu une vie fascinante et indépendante, bien au-delà de cette romance d'antan. De sa légendaire histoire d'amour avec Bob Dylan à sa profonde connexion avec David Harris, en passant par sa surprenante relation avec Steve Jobs, Baez a mené une vie pleine de passion, d'activisme et de musique inoubliable. Malgré le fait qu'elle ne se soit jamais remariée, elle a trouvé la paix dans la solitude, embrassant la liberté qui l'a toujours définie. Mais maintenant, nous voulons avoir votre avis. Y a-t-il une chanson de ces deux légendes, Baez et Dylan, que vous écoutez encore aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables sur vos légendes préférées.